Bienvenue sur l'épisode 41 de Plein Potentiel. Éric Bédard est un quadruple médaillé olympique en patinage de vitesse piste courte. Il est aussi entraîneur du sport-études des estacades à Trois-Rivières et il a sa propre entreprise, Nagano Skate, qui se spécialise en équipement de patinage de vitesse et qui offre aussi du coaching et des camps de perfectionnement via ce qu'ils appellent l'Académie. Alors, Éric Bédard était mon invité, évidemment, pour cet épisode 41. Dans cet épisode, nous avons discuté de plusieurs choses, dont de la charge mentale que représentent les Olympiques, puisqu'Éric a représenté 3 fois son pays à titre d'athlète, mais il est aussi allé à titre d'entraîneur, donc il a une bonne expérience des Olympiques. On a aussi, en fait, il a donné quelques trucs justement pour bien se préparer pour les Olympiques, qui est vraiment un monde là, différent de n'importe quelle autre compétition. Sinon, on a parlé de ses premiers coups de patin, puis comment s'est formé son parcours vers une carrière sportive professionnelle. Ensuite, nous avons discuté de sa compagnie, de la particularité des camps de perfectionnement avec Nagano Skate, qu'est-ce qui les particularise vraiment. Et d'ailleurs, il devrait avoir, à moins d'un changement en raison de la COVID, il devrait avoir le camp de perfectionnement de Trois-Rivières qui devrait avoir lieu à la fin août. Normalement, l'entreprise va dans d'autres villes, mais malheureusement, tous les autres villes ont été cancellées en raison de la pandémie. Ça devrait être de retour en 2021. On a aussi parlé de sa façon de coacher, de quoi s'attendre là, quand on a Éric Bédard comme coach. Et il nous a aussi donné ses conseils pour réussir dans le sport professionnel, avoir une carrière sportive professionnelle et connaître du succès. En général, là, pas spécifiquement pour le patinage de vitesse. Je pense que son conseil s'appliquait vraiment à tout type de sport, puis même qu'il a un peu étendu ça à tous les domaines. Je pense que c'est un conseil qui était bon pour tout le monde, donc ça se retrouve vers la fin du podcast. D'ailleurs, un aspect très important pour réussir dans le sport, c'est le mental. Si tu souhaites devenir plus confiant, avoir un meilleur contrôle de tes émotions et atteindre tes objectifs, écris-moi au francislapointe.ca. Je peux t'aider à ce niveau-là. J'offre des consultations en préparation mentale pour les athlètes et toute personne qui souhaite optimiser sa performance. Parce que, oui, on le sait bien, le mental, c'est un des aspects les plus importants si tu veux atteindre ton plein potentiel. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode 41 qui débute dès maintenant avec mon invité Éric Bédard. Bonne écoute. Ben, continuons un peu la conversation qu'on avait là, avec le COVID et tout ça. Tu as été nommé avant là, le virus, ou en tout cas autour du mois de mars, je pense que l'annonce a été faite. Ouais. C'est bien ça pour les estacades, nouvel entraîneur-chef. Tu es aussi dans le giron des élans. Là. Je pense que tout ça fait un peu partie de la même structure. Là. En tout cas, tu peux peut-être m'expliquer comment ça fonctionne, tout ça? Oui, tout ça, c'est la même affaire. C'est le club de patinage de vitesse qui gère le sport-études et le club civil qu'on appelle pour les détachés. Là, on appelle le club civil qui est plus de soir, qui est de soir et de fin de semaine. Okay. Et le club sport-études qui est pas mal plus de jours. Alors, c'est du lundi au vendredi le matin de 8 à 10h30 si on veut. Avec les estacades, avec l'école secondaire ou l'école primaire, l'académie sportive, et aussi le cégep et l'université. Alors, si tu es soit en 5e, 6e année à l'école primaire, au secondaire, aux estacades, au collège ou à l'université avec l'UQTR, tu peux venir être sur la glace, tout le monde en même temps, de 8h30 à 10h30 là, à tous les matins de la semaine. Fait que ça, c'est les élans. C'est le programme sport-études à l'intérieur du club des élans. Okay. Alors, si un athlète, on patine 4 matins et puis un matin, c'est un entraînement hors glace. Alors, on a 4 glaces et un entraînement hors glace les matins à sport-études. Si l'athlète a besoin de plus, en fonction de son âge, en fonction de ses capacités ou en fonction de ses disponibilités, il peut rejoindre 1 à 2 ou à 3 fois semaine le club civil pour compléter là, sa plage horaire et non pas l'inverse. Alors, c'est le gros avantage là, de faire partie là, du sport-études et puis d'être accessible, là, tous tes cours, là, être plus...
c'est vraiment plus facile là, du côté académique parce que les professeurs sont habitués de faire affaire avec des athlètes étudiants. Alors, autant du côté primaire, secondaire, collégial, université, c'est beaucoup plus facile d'arranger ton horaire de cours et puis d'avoir des allègements ou de pouvoir reporter des examens s'il arrive dans des compétitions que tu ne peux pas être présent. Alors, c'est vraiment avantageux pour des athlètes qui veulent parfaire leur côté académie et sportif là, jusqu'au plus haut niveau possible. Oui, puis là, c'est ça, la saison, si on peut dire, commence au mois d'août. Oui. Est-ce qu'il y a eu des changements? Comment vous êtes adapté là, avec la pandémie? Premièrement, on est encore en analyse. En analyse du dossier parce que ça bouge énormément. Ouais. Il y a certaines régions comme l'équipe nationale ont commencé à patiner cette semaine. Il y a des restrictions tant au nombre d'athlètes sur la glace. Pour nous, on attend encore parce que ça peut encore changer. On espère être rendu à une phase 5 à la mi-août, c'est-à-dire de lever presque tout les conditions. Mais présentement, il y a un nombre maximum d'être sur la glace et puis on regarde ça attentivement. Les compétitions, le calendrier de compétition n'est pas encore officiel. Ça va être en fonction là, de la santé publique. Mais si tout va bien, on pense avoir nos premières compétitions en octobre. Qui va nous emmener avec les championnats de fin de saison en mars qu'on n'a pas eu l'année passée. Alors, on se croise les doigts de ce côté-là. Malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle pour les jeunes. Les Jeux du Québec de l'hiver 2021 ont été cancellés tout récemment. Alors, ça va être une année comme les autres ici en patinage de vitesse. OK. Puis, tout a été nommé, c'est ça fait quelques mois. Comment t'as approché ce nouveau rôle-là? Parce que t'as eu d'autres rôles, évidemment, d'entraîneur dans le passé. Mais je pense que... Dis-moi si je me trompe, c'est peut-être ta première expérience avec plus des adolescents? C'est pas ma première expérience parce qu'avant d'aller à l'international, c'est par là que j'ai commencé. Alors déjà dans les années début des années 2000, fin des années 90, j'étais en charge de plusieurs clubs. Quand tu pratiquais ton sport là, durant ta carrière. Là. J'étais entraîneur-chef là, à Repentigny. Alors dans la Naudière, j'étais là-bas. Je donnais aussi des séminaires au club de Trois-Rivières. Là, à tous les jeudis, je descendais pour donner des séminaires du mentorat aux athlètes, aux entraîneurs. Et puis, suite à ça, j'ai fait aussi le sport-études. Alors, j'ai travaillé au sport-études de Montréal pendant 2 ans, du fin de ma carrière, 2004, 2005, 2006. Et puis, alors, j'ai travaillé beaucoup avec des 8-14 ans, énormément au début des années 2000. Et puis, suivant ça, ma retraite en 2006, j'ai travaillé avec l'équipe junior. Alors là, j'avais des athlètes environ un petit peu plus de 15-20 ans, si on veut. Pendant 2 ans minimum, alors 2006 à 2008. Et puis en 2008 a commencé là, ma carrière internationale que je suis allé en Allemagne pendant 2 ans, qui m'a emmené aux Olympiques de Vancouver. Et puis après ça, 4 ans en Italie, avec les Jeux de Sochi, où on a remporté 3 médailles olympiques. Et puis en directeur de la haute performance à l'Université de Calgary ensuite. OK. Fait que tu retournes plutôt à tes premières expériences avec des ados. Oui. Fait que je vais reformuler peut-être ma question. Puis comment tu t'es préparé en fait pour ce nouveau rôle-là? Puis peut-être parler un peu aussi de la différence adolescent versus adulte, là, comment qu'on approche ça, le coaching. Là. Ben, ça fait drôle à dire parce que j'ai toujours été très près de cette clientèle-là depuis, je te dirais, là, depuis les 25 dernières années minimum. Moi, j'ai toujours donné des camps d'entraînement l'été. Alors, mon premier camp d'entraînement date déjà de 1995, alors vraiment depuis 25 ans. En 1995, j'ai commencé à donner des camps d'entraînement d'une semaine, justement à des ados de, grosso modo, 8-14 ans. Et à tous les ans, je donnais minimum 1 à 2 semaines de camp d'entraînement depuis 25 ans. Alors, à toutes les années, depuis les dernières années, j'ai toujours été en contact avec les 8-14. Alors, l'évolution, cette évolution-là m'a permis à être meilleur au niveau international parce que je comprenais de où qui était arrivé. Alors, quand tu comprends tes athlètes au niveau international, de où qui arrivent, puis leur bagage, ben, c'est plus facile de les emmener encore plus haut. Alors, c'est une des raisons pourquoi que même si j'étais entraîneur de l'équipe nationale, j'avais toujours 1 à 2 semaines de camp d'entraînement avec les tout-petits, soit en région, ici à Trois-Rivières, à Morcy, mais même, à exemple, à Rivière-du-Loup, au Saguenay. Alors, je me suis promené énormément au Québec, pas nécessairement toujours dans la même région, alors qui m'a permis d'avoir vraiment un tour d'horizon de tout ça. Et puis récemment, depuis 3 ans, j'ai ma propre compagnie, Nagano Skate. Et puis là, on monte les bouchées doubles. Juste l'année passée, on avait 700 jeunes de 8 à 14 ans qu'on a donné des camps d'entraînement. Alors, on donne maintenant là, 6 à 7 semaines d'entraînement ici au Québec, mais aussi au Nouveau-Brunswick et puis en Ontario, encore une fois, sur les 8-14 ans. Alors,
C'est pour ça que depuis 20-25 ans, j'ai toujours été en contact avec ces jeunes-là. Et puis, à la limite, je dirais que c'est pas un retour, c'est une continuation de ce qui s'est déjà tout passé. Puis encore une fois, c'est de coacher ces jeunes-là, c'est nous vraiment en question parce qu'il faut vraiment enseigner la technique. Et puis comment enseigner la biomécanique, comment enseigner la technique, comment enseigner la gestion de course à des jeunes de 8, 10, 12, 14 ans. Bien, il faut vraiment avoir les mots justes puis être précis. Alors, ça nous ramène à l'essentiel. Et puis lorsqu'on tourne avec l'équipe nationale, bien, c'est l'inverse. C'est beaucoup plus facile à l'équipe nationale parce qu'on comprend vraiment, parce qu'on est allé à la source, on a été l'expliquer adéquatement à des jeunes. Alors, encore une fois, lorsqu'on arrive en haut, ben, on a compris le cheminement des athlètes, mais on a aussi compris nous-mêmes à comment l'expliquer, à comment le verbaliser. Alors, c'est plus facile. Moi, je trouve que c'est plus facile là, lorsqu'on retourne au niveau international d'être en mesure de coacher. Puis même, tu sais, tu parlais 8, 10, 12 ans, c'est pas la même chose que des adultes. Puis même de 10 à 12 ans, c'est peut-être même pas la même chose aussi. Là, tu sais, dans ces âges-là, ça bouge assez rapidement. Fait que il faut être quand même, j'imagine que ça prend une grande conscience du niveau du jeune. Là. Oui, puis sa capacité à focusser. Alors, on peut pas partir en vrai et puis expliquer pendant 10 minutes au milieu de la glace à un jeune de 10 ans. Il faut synthétiser. Puis ça marchera pas, il va perdre le focus. Alors, c'est vraiment important de leur parler d'égal à égal. C'est pas des tout petits. Ils veulent apprendre. Ils veulent apprendre des meilleurs. Ils veulent apprendre à être meilleurs. Alors, c'est de se mettre à leur niveau, puis de les regarder droit dans les yeux, et puis de détecter, ni plus ni moins, lorsqu'ils décrochent. Mm-hmm. Alors, à la minute qu'ils décrochent, il faut mettre fin à l'explication, puis il faut aller dans l'action, quitte à les ramener dans 1, 2 ou 3 minutes pour une autre phase d'explication, puis les retourner. Faire des allers-retours entre éducation puis enseignement. Montrer le mouvement, puis eux, ils font de l'observation, en fait. Là. Effectivement. Alors, c'est les envoyer à l'essai, des ramener à l'explication, des retourner à l'essai. Puis c'est un petit peu ce qu'ils apprennent à l'école. Hein. À l'école, il y a de l'enseignement. Tout de suite, il y a un petit travaux pratique. Il y a un enseignement pratico-pratique. Alors, ça bouge à droite et à gauche. Et puis, c'est un peu la même chose en entraînement. OK. Puis, c'est ça. Finalement, ce nouveau rôle-là, tu l'as approché probablement de la même façon que tu as approché tes autres rôles de coaching. Là. Comme tu disais, là, c'est une continuité, en fait, pour Effectivement. toi. Effectivement, c'est une continuité. Et puis, moi, j'étais dans le conseil d'administration du club durant toute l'année passée. Et puis, on savait que l'entraîneur-chef démissionnait par lui-même, réorientation de carrière à la fin de la saison. Alors, on savait qu'en juin 2020, il quittait ses fonctions. Alors, il nous l'avait annoncé au mois d'août passé. Alors, coup de chapeau à lui. On a regardé, ça a été plus facile pour nous de regarder les avenues possibles. Et puis, inévitablement, le conseil d'administration m'ont approché, m'ont demandé « ça te tente pas, tu veux pas? » On va regarder les options, on va voir qu'est-ce qui se passe en Mauricie. Mon objectif, c'est d'améliorer le club, mais aussi d'améliorer les entraîneurs qui sont ici. Alors, à force de regarder le potentiel puis de voir qu'est-ce qui se passait, ben je me suis dit après les fêtes, je vais m'impliquer officiellement en sport-études seulement, et le club civil, je vais accompagner les entraîneurs dans le club civil pour les développer du mieux qu'on peut, du mieux que je peux, et puis éventuellement, c'est eux qui vont prendre les rênes du sport-études. Là. OK. Fait que c'est une transition. C'est vraiment une transition. C'est quelque chose que j'aime coacher. C'est quelque chose que je veux faire. Sauf que j'aime mieux être dans la gestion du sport, dans la direction du sport. OK. Tu te diriges vraiment vers ça. Oui, je me dirige un petit peu plus vers ça. Alors, présentement, on parlait d'études tantôt. Je suis en train de compléter ma maîtrise ici à l'UQTR. J'avais lu ça dans un article sur toi là, cette semaine. Là. Avec la fin de la maîtrise à l'UQTR qui devrait arriver là, d'ici 1 an, en espérant que le club, là, d'ici 1 an ou 2, là, on ait développé des entraîneurs adéquats pour tout prendre, ou peut-être d'aller en chercher à l'extérieur, mais si on est capable dans une courte période de temps de revitaliser le club, de ramener les inscriptions, de ramener un petit peu plus de monde au sein du club, c'est sûr qu'il va y avoir un gros challenge cette année avec la pandémie, avec le COVID-19, on espère que nos inscriptions vont rester pareilles, même à la hausse, dans le meilleur des cas, mais c'est un peu de l'inconnu. Et puis... Puis progressivement, c'est ça serait de développer des entraîneurs, de rendre le club là, en santé le plus possible, et puis moi, me diriger là, en direction du sport, idéalement en Mauricie. Fait que maîtrise en administration? En activité physique. Activité physique, OK. Oui, avec mémoire. OK. Puis ça porte sur quoi ton sujet?
Ben, tu seras pas surpris. Oui, c'est sur le patinage de vitesse, mais sur le développement moteur sur le développement des jeunes. Alors, c'est vraiment sur le développement pas académique, c'est vraiment le développement physique des jeunes juniors et d'essayer de prédire un podium olympique par leur développement au niveau junior et qui va traverser au niveau senior. Il y a un suivi sur le long terme, j'imagine. Oui, il va y avoir un suivi sur le long terme sur des statistiques des 10 dernières années, de voir dans les 10 dernières années, autant les Canadiens, les Européens que les Asiatiques, ceux qui arrivent au championnat du monde junior, aux Jeux olympiques de la jeunesse, au championnat du monde junior, quel âge ils ont, à quelle position ils sont, et puis est-ce qu'ils sont capables avec les temps qu'ils font, est-ce qu'ils sont capables d'emmener ça concrètement à un podium au championnat du monde et éventuellement à un podium olympique. Alors, c'est quoi la courbe des meilleurs au monde? Est-ce qu'ils sont vraiment tous bons à 17 ans et puis à 21 ans sont sur un podium olympique, ou ce n'est pas les mêmes personnes qui performent à 17, 18 ans puis qui sont sur le podium olympique à 21, 23, 25? Alors, est-ce qu'il y a une courbe de progression? Est-ce qu'il y a des profils aussi? Est-ce qu'il y a des profils? Alors, on va essayer statistiquement d'aller identifier les profils des jeunes qui passent par ce giron-là. Et puis, éventuellement, c'est d'aider les fédérations à bien cibler leur équipe nationale, mais de bien cibler leurs juniors et de bien développer leurs juniors qui va rapporter aux fédérations à long terme. Être capable de savoir quand la personne est dans son pic, j'imagine aussi, là. Est-ce que là, il est capable de... Est-ce qu'il a atteint son maximum justement à 17 ou bien plus à 21 ou... Ben exactement. Et puis à 17 ans, ben j'espère que c'est pas un pic, c'est un pic de performance par rapport à 16, 17, 14 ans. Oui. Mais espérant que c'est un début. C'est vraiment un début, les balbutiements d'un bon résultat. Alors, c'est pas parce que tu es champion du monde junior à 17 ans que c'est un pic. C'est peut-être en début de progression. Alors, c'est sûr que tant que la retraite de l'athlète n'est pas faite, on peut pas savoir quel a été son pic de performance. On voit des athlètes là, performer tout le long de la vingtaine. Ils prennent leur retraite à 30 ans. Alors, on a un beau bagage pour regarder en arrière qu'est-ce qui est arrivé avec ces personnes-là. Alors, c'est de voir ceux qui performent à 17, 18, 19 ans, est-ce que c'est les mêmes qui performent à 21, 23, 27, 30, ou c'est des nouveaux? Ceux qui performent à 27, 30, est-ce qu'ils ont performé plus jeunes ou on les a vraiment développés tranquillement, ils sont arrivés à 27. Suivi une courbe. Alors, c'est vraiment d'essayer de comprendre, et puis c'est un modèle que j'aimerais voir si on est capable de le projeter dans d'autres sports aussi. Alors, d'être capable, exemple, en ski de fond ou en athlétisme, alors, c'est qui vos podiums olympiques? De quel pays ils viennent? De quel âge ils ont? C'est quoi la courbe? Alors, après ça, c'est de se projeter au championnat du monde, au championnat d'Europe, et éventuellement, on descend le championnat du monde junior et les Jeux olympiques de la jeunesse. Alors, c'est d'essayer de trouver des courbes de progression, s'ils sont applicables, et puis de mieux développer les produits qu'on a et non pas tout simplement de l'emmener à s'exposer de développer le plus de filières énergétiques à 17, 18, 19, mais peut-être de se concentrer sur ce qui sont bons pour nous emmener à garantir ni plus ni moins un podium. Pas les brûler non plus à un certain âge. Là. Effectivement. Parfois, je pense une des hypothèses, c'est qu'on essaie de diversifier la forme physique de tous les athlètes en bas de 19 ans. Est-ce que c'est une bonne approche? Alors, c'est la recherche qui va voir, est-ce que c'est une bonne approche de vraiment diversifier leurs compétences, leur filière énergétique? Un sprinter, on va l'emmener un petit peu plus en endurance. Un gars d'endurance, on va lui donner un petit peu plus de vitesse. Est-ce que c'est bon de multiplier les sphères de ces jeunes-là? Ou si on a un pur sprinter ou on a un pur personne d'endurance, est-ce qu'on est mieux de continuer à le développer pour espérer ou projeter ou garantir un podium au championnat d'Europe, au mondial ou aux Olympiques? Alors, c'est tout ça qui va faire en sorte d'analyser, de voir si on a raison de faire A ou on devrait faire B. Ouais. Puis il y a tout le principe de spécialisation, j'imagine, là-dedans. Exactement. À quel moment qu'il faut qu'il se concentre dans un sport particulier puis qu'il est très spécifique aussi dans l'entraînement. Exactement. Puis ça va pas à l'encontre de ce qui est arrivé parce qu'on a le développement à long terme de l'athlète, on a les 10 ans, 10 000 heures, tout ça est véridique, mais si on a un podium olympique, on a une tendance que, exemple chez les hommes ou chez les femmes, que le podium olympique a une moyenne d'âge de 20 ans, bien, pour cette distance-là,
peut-être qu'on devrait commencer plus vers 12 ans. Peut-être à spécialiser. Si on a un podium olympique, que la moyenne d'âge est 25 ans, mais si on recule, exemple, la théorie des 10 ans, 10 000 heures, on retourne vers 14-15 ans à développer. Alors, peut-être pas mettre un âge précis pour tous les sports, mais même à l'intérieur d'un même sport, il y a plusieurs fenêtres. Alors, ça va être d'essayer d'élucider ces fenêtres-là et puis de bien comprendre que est-ce qu'un sprinter, on l'identifie à 12 ou le sprinter, on l'identifie à 16? Est-ce qu'un gars de 1500 mètres, on l'identifie à 13 ou on l'identifie à... Alors, c'est de voir... Sortir un peu de la généralisation du 10 ans, 10 000 heures qui est peut-être pas applicable à tous. Et à l'intérieur du sport, il y a plusieurs disciplines. On pense en patin, mais en natation, on a un bel exemple. En natation, il y a du 50 mètres, il y a du 100 mètres, du 200, du 400, du 1500. Alors, c'est sûr que la spécialisation ne doit pas se faire, selon moi, à la même âge pour toutes les disciplines. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Je serais curieux de suivre ça et de voir les résultats de cette recherche-là. Maintenant, si on retourne au niveau de l'entraînement, j'aimerais ça qu'on parle un peu de quel type d'entraîneur que tu es. À quoi s'attendre quand on a Éric Bédard comme coach? Bonne question. Écoute, moi j'ai toujours dit que, puis ça va être encore le cas ici aux Estacades, c'est les athlètes mes athlètes travaillent fort. On travaille fort, mais on va trouver aussi des moments pour s'amuser puis rire. Alors moi, ce que j'aime, c'est d'emmener l'entraînement à pas que ce soit un jeu, mais à emmener l'entraînement, le jeune qui vienne à l'entraînement, qu'il soit content de venir à l'entraînement, mais qu'il sait qu'il va travailler fort, mais qu'il sait aussi que ça va donner des résultats. Des résultats à court terme ou à moyen terme. Puis, travailler fort, c'est pas nécessairement physique. Ça peut être sur des mouvements techniques qui sont très, très lents. Mais c'est vraiment de maîtriser d'être capable de maîtriser le mouvement le mieux possible, techniquement, biomécaniquement parlant, pour pouvoir emmener de la charge corporelle après, de la puissance ou de la force ou de la vitesse, de l'endurance ou partir à la base. Là, de repartir à la base. Fait que c'est de travailler fort dans plusieurs sphères, très exigeant lorsqu'on est sur la tâche, mais lorsqu'on est en repos, on a le droit de rire, on a le droit d'avoir du fun, puis on a le droit de... Fait qu'un équilibre plaisir et performance, si on pourrait dire. Ouais, j'essaie vraiment là d'aller chercher cet équilibre-là. On a des moments pour rire, on a des moments pour s'amuser, on a des moments pour rigoler avec l'entraîneur, mais avec nos collègues, nos amis qui sont sur la glace. Mais lorsqu'on a un repos de 3 minutes, ben c'est 3 minutes. Si on a un temps d'effort de 1 minute, ben c'est un temps d'effort d'1 minute. Et puis je vais être très, très strict sur... d'essayer d'emmener les athlètes à travailler dans la bonne zone aussi. Alors, si c'est une zone 1, ben, ils n'ont pas le droit d'aller vite. Si on est une zone alactique, ben, on est dans la zone alactique. Et si on est dans la zone de vitesse pure, ben, on est dans la zone de vitesse pure. Alors, c'est vraiment d'être bien centré sur la tâche et puis de les emmener à comprendre c'est quoi un athlète. À comprendre c'est quoi la vie d'un athlète tranquillement. Et puis ça, ben, on l'adapte en fonction de l'âge. C'est sûr qu'on est moins strict à 12 ans qu'à 16 ans, qu'on est moins strict si on a une équipe junior ou on a une équipe nationale. Là. Ça, c'est évident. Puis, ça répond assez bien à la question. Je pense, j'avais pas prévu commencer par l'entraînement, mais on parlait de ça avant le podcast. Fait que maintenant, on va sauter peut-être à plus ton parcours. Fait que j'aimerais ça qu'on parle de comment ça a commencé pour toi le patinage. J'ai lu que tu avais commencé à patiner vers 4 ans. Ça a été quoi les premières périodes, l'enfance, mettons, les premiers pas vers ça? Est-ce que tu avais peut-être un talent inné? Est-ce que tu as commencé à faire des compétitions jeunes? Fait que comment tout ça a débuté? Oui, écoute, mes parents étant dans le sport régional là, depuis que je suis tout petit, je suis sur les terrains l'hiver sur le ballon-ballet, sur les patinoires extérieures, les terrains de balle l'été. Alors, 0-2 ans, je les ai fait en me faisant garder dans les estrades, si on veut, de plateaux sportifs. Et puis,
à 2 ans, si on veut, là, j'ai commencé à patiner avec le patin de hockey, à patiner, à faire un petit peu de ski de fond, à aller à jouer dehors. Alors déjà, j'étais très actif là, à partir de 2 ans. Là, aussitôt qu'on est capable de marcher, j'étais déjà avec un ballon ou des patins ou quoi que ce soit dans les mains ou dans les pieds. J'imagine que c'est bon, ça, de commencer très tôt biomécaniquement. Ben effectivement, si on regarde le là. développement à long terme de l'athlète, la première phase, là, c'est vraiment les 5 actions là, de frapper, lancer, tirer, sauter. La base, c'est super important. Puis à 4 ans, effectivement, j'ai embarqué dans le club de patinage de vitesse à Saint-Tite. Et j'ai aussi embarqué dans le hockey mineur de Saint-Tite. Alors, de 4 à 10 ans, j'ai fait les 2 sports, patinage de vitesse et hockey. Le hockey, je faisais beaucoup de camps d'entraînement l'été. Je jouais dans des équipes très, très compétitives. L'hiver, skier dans le 2B ou dans le 2A. T'avais-tu déjà une préférence pour un des deux dans cette période-là? Ça s'est fait véritablement vers les 10 ans. Vers les 10 ans, malgré que j'étais gardien de but dans la tombe 2A ici à Shawinigan. Et puis en même temps, c'était l'année des Jeux du Québec en 86-87. Et puis en 87, je faisais pas mal moitié-moitié entre du patin de vitesse et puis du hockey. Et puis est arrivé les Jeux du Québec et j'ai décidé d'aller aux Jeux du Québec en patinage de vitesse. Et puis avec une année beaucoup plus consacrée au hockey qu'au patin, j'avais réussi à remporter 3 médailles. Aucune d'or, mais 3 médailles pareilles, 2 d'argent, 1 de bronze. Et puis l'année suivante, là est arrivé le Pee-Wee et puis mes parents ont commencé à dire qu'il fallait peut-être que je choisisse un sport. Parce que déjà à la tombe à l'époque, on avait 2 pratiques par semaine plus 2 games. Alors on était 4 soirs semaine au hockey, 3 soirs au patin. Alors on était très très occupés. Et puis, ça fait pas mal 7 soirs ça. En 87-88, là, j'ai décidé d'aller seulement en patinage de vitesse. Et qui m'a amené en 89 à être champion canadien chez les cadets en patinage de vitesse. 5 médailles d'or, c'est une possibilité de 5. Alors, c'est comme si ça venait de confirmer mon choix que j'avais pris personnellement 2 ans avant. Et puis, à 12 ans, ça. À 12 ans, j'avais été... Oui, les cadets, c'est les 11-12 ans. Alors, la catégorie des 11-12 ans, à cadet, j'avais tout remporté à Vancouver, dans l'Ouest canadien. Alors, ça a confirmé les choses. Et puis après... en secondaire 4, je me suis dirigé à Rivière-du-Loup en sport-études là-bas. Alors, j'ai fait 4 ans à Rivière-du-Loup, 2 ans de secondaire 4, secondaire 5 et 2 ans de cégep. Et j'ai participé aux Jeux du Canada là-bas. Alors, aux Jeux du Canada, encore une fois, ça a super bien été. J'avais 18 ans environ. C'est les 20 ans et moins. Alors, j'étais quand même dans les plus vieux. Et j'ai remporté là, 4 médailles d'or sur une possibilité de 5. Alors, ça a encore une fois... très bien été, et puis ça c'est en 95, ce qui m'a emmené sur l'équipe nationale là, 1 an plus tard, et sur mon premier championnat du monde en mars 97, qui est 2 ans plus tard, et puis après les Olympiques de 98, que j'ai été chercher 2 médailles olympiques, alors une médaille d'or et une médaille de bronze, que j'ai continué là, en 2002-2006 comme patineur. Les 2 prochains jeux, Salt Lake City et Turin, qui m'ont amené à 4 médailles olympiques, dont 2 d'or, 1 d'argent, 1 de bronze au total. Et puis ma carrière d'entraîneur avec les Jeux de Vancouver et de Sochi, qu'on a été chercher 3 médailles olympiques. Puis à partir de quand tu dirais que tu t'es mis à rêver vraiment peut-être une carrière sportive? Je pense que c'est quand j'ai fait le choix d'aller en sport-études. Écoute, j'étais au milieu de l'été de secondaire 3, secondaire 4. Et puis, mon entraîneur que j'avais, Stéphane Bronsard à Saint-Tite, qui vient de Saint-Geneviève-de-Batiscan. Stéphane a déménagé vers Québec pour aller travailler avec la Fédération québécoise dans les bureaux administratifs. Alors, j'ai perdu mon entraîneur. Et puis, je pense que c'était à cette époque-là que mes parents ont dit, est-ce que tu restes à Saint-Tite, à Sainte-Tech, ou tu t'en vas dans un programme de sport-études à l'extérieur? Et puis tout de suite, j'ai décidé d'aller dans un programme de sport-études à l'extérieur qui m'a emmené à Rivière-du-Loup, comme je viens de t'expliquer. Et puis c'était une bonne décision parce que à Rivière-du-Loup, ils m'ont appris vraiment là, à l'âge où j'étais rendu, comme j'expliquais tantôt, c'est l'âge qu'on apprend à s'entraîner. 14-15 ans, c'est là qu'on commence à faire de la musculation, qu'on commence à travailler les filières énergétiques, qu'on commence vraiment à devenir ou à se modeler comme athlète. Alors, ça a été 4 ans vraiment incroyables, autant du côté académique, social et puis sportif. Je pense que c'est vraiment à cette époque-là que je me suis mis vraiment à l'objectif des Jeux du Canada, d'aller chercher quelque chose aux Jeux du Canada. Et puis, quand les Jeux du Canada sont arrivés, c'était
c'était flagrant que c'était l'équipe nationale et puis l'équipe olympique. Puis t'avais-tu tendance justement à te fixer des objectifs de façon régulière? C'est-tu de quoi que tu faisais? Très. Ouais. Ah ouais? Oui, je pense un peu comme dans ma personnalité d'entraîneur, j'ai toujours travaillé et puis les objectifs ont toujours été présents. Puis ils ont sensiblement toujours été très élevés. Atteignables, mais élevés. Non jamais atteignables faciles, si on peut dire. Alors, à toutes les compétitions, que ce soit une compétition au Québec élite, l'objectif était de finir parmi les 3 premiers exemples, d'être sur le podium, absolument. Absolument d'être sur le podium. Et puis, un podium en 3e place, c'était une mauvaise compétition, mais j'étais sur un podium, alors les dégâts avaient été limités. Et puis, à chaque année, à l'époque, les 4 premiers allaient au championnat canadien. Alors, il y avait un circuit québécois. On avait 4-5 compétitions au Québec. Et puis, au terme des 4-5 compétitions, les 4 premiers allaient au championnat canadien à la fin de la saison. Et puis, depuis que j'ai 11 ans jusqu'à les 18 ans, il y a une année que j'ai pas fini top 4 au Québec dans ma catégorie d'âge. Lorsque j'étais première année juvénile et puis j'avais fini genre 5 ou 6e. L'année d'après, j'avais fini dans les 2 premiers. Alors, j'ai toujours été parmi les 4 premiers, à l'exception d'une année. Et puis, lorsque je suis arrivé sur l'équipe nationale, le mandat, c'était les 5 premiers vont au championnat du monde, mais les 3 premiers patinent au championnat du monde et participent aux Coupes du monde de l'année suivante. Et puis, j'ai toujours été dans les 5 premiers au Canada pendant 10 ans. Et puis, plus souvent qu'à mon tour, là, j'étais dans les 3 premiers pour patiner le mondial. Alors, ouais, puis tu sais, tu parlais d'objectifs difficiles mais réalisables. Ça, c'est tellement. Ça prend ça, je pense, pour justement que tu puisses passer au travers de chaque entraînement, d'être capable vraiment, parce que c'est pas facile d'être un athlète. Là. Fait qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de sacrifices, puis beaucoup de discipline, beaucoup de persévérance là-dedans. Là. Fait que. Chaque sport est différent, mais tous les sports sont difficiles à passer au travers. C'est entièrement raison. Puis nous, notre sport, c'est un sport d'acide lactique. Alors, on est toujours dans le lactate. Alors, on dit toujours, ça goûte le lactate. Tant que tu n'as pas goûté le lactate dans ta bouche, tu t'es jamais entraîné en patinage de vitesse. Et puis, les nouveaux qui apprennent à s'entraîner puis qui goûtent ça pour la première fois, c'est vraiment l'instinct de l'entraîneur. Là, tu commences peut-être tu commences à t'entraîner, là. Tu commences à être dans une bonne filière énergétique. Alors, c'est un sport qui est très, très exigeant parce que vous faites la chaise là, qu'on appelle là, le squat à côté au mur, en position 90 degrés. Je vous demande de rester dans cette position-là seulement 1 minute. Vous allez avoir de la misère. Et puis nous, on fait des courses à 50 km/h pendant 45 secondes, pendant 1 minute et demie, pendant 2 minutes et demie. On fait un relais qui dure 7 minutes. Alors, c'est vraiment là, une filière énergétique qu'on exploite à son maximum. On étire l'élastique, mais on est toujours dans cette zone-là. Alors, c'est très, très difficile d'être patineur de vitesse là, au niveau international. Là, pendant que tu me parles de ça, ça me fait penser, toi, as-tu déjà suivi des formations plus au niveau justement physiologique, bio, du sport ou Ouais. Moi j'ai tout fait mes cours d'entraîneur, alors j'ai toujours voulu être entraîneur. Alors t'as fait les cours PNCE. Ouais, déjà à l'époque j'avais 18 ans, j'avais déjà mon niveau 1, niveau 2. Lorsque j'avais commencé, alors je donne des camps d'entraînement l'été, là, comme je disais, depuis 95, mais j'avais déjà mon niveau 2 à l'époque, là, quand j'avais 18-20 ans. Et puis ensuite, là, j'ai commencé à être mon niveau 3 lorsque j'ai coaché les sports-études et à Montréal là, en 2002, j'avais déjà mon niveau 3. Alors, quand j'ai terminé ma carrière de patineur à 30 ans, j'étais déjà certifié niveau 3. Et puis, tout de suite après, là, j'ai fait mes cours de niveau 4, niveau 5. Alors, lorsque je me suis envolé vers l'Allemagne là, en 2008, là, j'étais déjà certifié du côté niveau 5. Et puis, fait que ça m'a toujours captivé l'entraînement. Puis, comme on disait tantôt, là, soit la physiologie, la psychologie, la biomécanique, la technique. Alors, c'est toujours des aspects qui m'intriguent. Et puis, moi, je veux rendre mes athlètes les meilleurs au monde. Et puis, j'ai pas peur non plus de m'entourer. Alors, dans les pays où je travaillais, je demandais toujours c'est quoi les ressources pour aller chercher des personnes pour appuyer mes idées, pour développer mes idées, pour mieux développer les athlètes.
Et puis, j'ai eu la chance d'être très bien entouré là, en Allemagne et en Italie là, pour emmener les athlètes à un autre niveau. Comme on parlait un peu avant le podcast aussi, des préparateurs mentaux avec qui tu as fait affaire de façon régulière. Là. Ben, effectivement, j'ai été choyé de travailler avec des bons préparateurs physiques, mais préparateurs mentaux aussi. Et chacun, avec leur approche, on a emmené les athlètes à mieux se préparer. Puis, si le cœur n'y est pas, si le cœur n'a pas sa raison, si le cœur n'est pas à la performance, si on a peur de performer, si on a peur de rentrer dans une aréna bondée de monde, on ne sera pas capable de livrer le physique qu'on a dans nous, les capacités physiques qu'on a. Alors, c'est vraiment un tout. C'est les capacités physiques, il faut être capable de les utiliser en entraînement, mais l'objectif de l'entraînement, c'est de compétitionner. Alors, c'est ce qu'on développe en entraînement, c'est dans le but de courser. C'est dans le but d'aller chercher les objectifs de l'athlète. Alors, si l'athlète, même si l'athlète a un potentiel de podium, si l'athlète n'est pas prêt, il n'aura jamais ce podium-là. Il va toujours graviter dans les 8 à 12, ce qui est très bien. Mais c'est vraiment d'aller exploiter au maximum les capacités physiques, exploiter les capacités psychologiques, mentales des athlètes pour que l'athlète soit prêt à se battre. Et puis, on ne peut pas aller au-devant d'un athlète qui ne veut pas aller au-delà. Alors, ça m'a permis, toutes les dernières années en tant qu'entraîneur, de découvrir plusieurs types d'athlètes et de travailler à plusieurs types d'athlètes. Il y en a qui nous ont donné des cheveux blancs parce qu'on voit un potentiel énorme. Et puis, ce que je disais, c'est que le travail n'est pas tout le temps là. Le travail n'est pas tout le temps là, mais le désir, des fois, n'est pas tout le temps là. C'est qu'ils ne veulent pas avoir l'exposure d'être champion du monde. Alors, c'est parfois frustrant pour un entraîneur. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter, puis il faut l'accompagner jusqu'où lui est prêt. Alors, travailler parfois avec des préparateurs mentaux, ben, ça permet d'améliorer ce côté-là, puis de s'accepter qu'on a un talent, qu'on a une bonne capacité. Et puis, c'est l'objectif des athlètes parfois va changer. Et puis, l'objectif va monter. Et puis, on va aller chercher des résultats. Puis, peu importe à quel point tu es prêt physiquement, si tu arrives là, puis ton stress est au top puis que tu n'es pas capable de le gérer, tu ne seras pas capable d'utiliser tes capacités physiques, techniques, tactiques de la bonne façon parce que ton stress ça va nuire ça va te crisper, ça va peut-être te donner mal à la tête, ça va... Ben effectivement, puis comme c'est ce qui amène le stress. C'est un tout, là. Et le stress, lorsqu'on devient stressé, on développe beaucoup plus facilement l'acide lactique. C'est que les muscles se crispent. Alors, l'apport en oxygène va être bloqué. Alors, tout se fait psychiquement. Alors, c'est assez bizarre, mais le stress va empêcher l'oxygène de rentrer qui va mettre notre muscle exposé plus rapidement à l'acide lactique. Alors, si notre muscle est en dette d'oxygène à cause de nos pensées, bien, on ne sera pas capable d'utiliser nos capacités à son plein potentiel. Alors, c'est vraiment de pousser ça le plus possible. C'est de diminuer le stress ou de l'accepter. On a le droit d'être stressé, mais c'est de l'accepter et ne pas mettre cette barrière qui ne permet pas de rentrer l'oxygène en dedans de nous. Alors, c'est complexe, mais... de façon visuelle, de le verbaliser le plus simplement possible. C'est un peu ça qui se passe. Et c'est ce qu'on veut pas. On veut pas que les athlètes se mettent une barrière et puis on veut qu'ils apprennent à mieux respirer. Alors, tu peux être stressé, mais pour certains athlètes, c'est qu'on va leur donner des techniques de respiration tout simplement. Alors, on gère le stress par la respiration parce qu'on veut que l'apport oxygène arrive à l'intérieur pour qu'au moins il utilise à 90-95% de son physique. On sait qu'on ne l'atteindra pas au 100% parce que le stress est trop élevé, mais si on est capable de courser un pourcentage assez élevé, les résultats vont être là. Oui, avec tout l'entraînement qu'il y a eu, même s'il est à 70-75, c'est quand même un très bon parce niveau. Que j'ai déjà vu des athlètes, pour l'avoir expérimenté malgré moi, mais j'ai aussi vu des athlètes être malades ou en fatigue extrême et performer à être sur un podium. Un podium de Coupe du Monde, exemple, ou un podium de mondial, même en fatigue ou ne pas avoir dormi ou d'être en fièvre, d'être malade. Alors, pourquoi ces athlètes-là sont malades ou ils ont de la fièvre puis sont quand même champions du monde? Il y a quelque chose à quelque part qu'ils ont été capables de faire et c'est d'emmener son physique à se dépasser par le mental. Par la préparation mentale.
Puis, t'aurais-tu un exemple peut-être qui démontre bien l'importance du mental pour un athlète? Je sais pas si tu as déjà utilisé, tantôt tu me parlais un peu, tu as déjà fait affaire avec des préparateurs mentaux. Ça pourrait être autant une fois où ton mental a lâché puis ça a nuit à ta performance, pour illustrer l'importance du mental, que l'inverse, une fois où tu as utilisé une technique puis que là, tu le sais que ça t'a aidé. Là. Ben, beaucoup à l'époque, en tant qu'athlète, on travaillait beaucoup avec la visualisation. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, mais ça commençait il y a 20-25 ans, on commençait à parler de visualisation et puis la perception. Lorsque tu es un jeune athlète canadien, exemple, tu dis tout le temps, les Coréens sont forts, les Chinois sont forts. Donc, tu te trouves sur la ligne de départ avec un Coréen et un Chinois. Ils ont parfois gagné avant que la course soit commencée. Juste par ta vision. Juste parce que tu es confronté à un... Tu te vois moins bon que l'autre, déjà en partant. Et non pas à la personne. Ouais. Puis à un moment donné, tu comprends que cette personne-là, peut-être que hier, elle n'a pas bien dormi. Peut-être que hier, la semaine passée, elle était blessée. Peut-être qu'elle sort d'un virus, elle s'est foulée la cheville, qu'elle est en overtraining, ou l'inverse, elle ne s'est pas entraînée beaucoup dans les dernières semaines. On ne sait pas. Peut-être que même si elle est dans un bon état, tu es capable de la battre aussi, si tu mais te on convaincs. n'a pas les statistiques de ces personnes-là des 2-3 dernières semaines. On ne sait pas ce qu'ils ont fait dans les dernières semaines, mais on arrive parfois sur une ligne de départ puis on l'idéalise, idolâtrise. Mm-hmm. On met un adversaire sur un piédestal. Alors, si vous mettez un athlète sur un piédestal avant même que la course commence, dites-vous bien que les chances que vous soyez en avant de cette personne-là sont très, très minces. À l'inverse, c'est pas d'être coquille, mais c'est d'être confiant. Ce que je disais tantôt, c'est que ce que tu as fait en entraînement va t'aider à compétitionner. Alors, si en entraînement, tu as appris à être en avant, tu as appris à tirer, tu as appris des tracés, un peu comme à l'école, tu as appris à dépasser par l'extérieur, par l'intérieur, si tu étais capable de te bâtir un jeu de cartes avec beaucoup de spécialisation, bien, à chaque course, tu vas pouvoir utiliser une coupe de cartes. Tu n'es pas obligé de sortir tout ton jeu. Mm-hmm. Tu n'es pas obligé d'être en avant, de retourner. Tu peux utiliser, même si tu as une main pleine, tu peux utiliser juste un as. Tu n'es pas obligé de sortir ta main pleine, comme on dit, pour réussir à battre tout le monde. Si dans ton jeu, tu n'as pas appris beaucoup de choses en entraînement, puis tu as juste un trip, ben, tu peux utiliser un 5 plus une paire qui va te permettre d'être peut-être meilleur au bout de la ligne. C'est ce que je dis aux athlètes, exposez pas toutes vos qualités d'un seul coup. C'est gardez-en pour la finale, gardez-en pour demain matin, gardez-en pour dans un mois. Utilisez les cartes que vous avez besoin d'utiliser dans cette course-là, mais travaillez avec ce que vous connaissez, avec vos connaissances, côté avec vos points. Tactique aussi. Là. Il y a un gros côté tactique. Alors, je pense que c'est un peu ça qu'on a emmené avec la visualisation, c'est d'essayer de comprendre nos points forts, puis d'essayer de comment je vais les utiliser, ces points forts-là, en fonction de cette course-là. Parce que les courses en patinage de vitesse, c'est des courses évolutives, dans le sens que c'est toujours souvent les deux premiers qui vont avancer de round. Alors, on va commencer en préliminaire. Les deux premiers vont aller en quart de finale, les deux premiers vont aller en semi-finale, les deux premiers vont aller en finale. Alors, en l'espace de 2 heures, on peut faire 4 courses. Alors, c'est d'évoluer au même rythme. Et puis, les meilleures personnes, c'est un entonnoir, vont se rencontrer à un moment donné. Alors, si tu exposes ton jeu déjà en partant, ben, tu vas être très vulnérable à la fin, peu importe tes capacités physiques et tes capacités mentales, parce que tu as tout exposé. Ouais. Alors, c'est vraiment là qui est l'enjeu, c'est de bien utiliser les cartes, de bien utiliser tes points forts pour, et jamais vraiment mettre personne sur un piédestal, si on veut. Ouais, puis même tu parlais de visualisation, je trouve que ça serait un bon exemple d'utilisation de visualisation si tu as un problème justement avec un pays ou un athlète que tu vois sur un piédestal. Utilise la visualisation justement pour te voir devant cet athlète-là à répétition, te voir gagner contre lui, puis ça pourrait être un bon exemple de bien utiliser la visualisation. Là. Oui, parce que il y a des exercices qu'on a fait, que j'ai fait en tant qu'entraîneur, et puis, exemple, les Allemands avaient de la misère à se projeter vers l'avant, étaient toujours des personnes plus passives, parce que de toute façon, je vais perdre, alors pourquoi je vais aller en avant? Okay. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de la visualisation, mais on faisait aussi des jeux de rôle. Alors, tout simplement, sur un papier, je mettais 3 pays et je leur demandais, il y avait 3 pays, puis eux, c'était pas un pays, c'était eux la personne, avec 3 pays.
Je lui demandais comment était pour évoluer la course sur 500 mètres, sur 1000 mètres et sur 1500. Qui était pour être premier, qui peut être deuxième, avec combien de tours à faire, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, on parlait de la course sur papier. Un scénario. Là. Un scénario possible. Ouais. Alors, là, ça nous a permis de voir qu'ils se mettaient toujours derrière. Ils se mettaient toujours derrière et les autres pays n'avaient pas de nom. Mm-hmm. Et à la suite, là, on a commencé à mettre des noms. Alors là, les patterns de jeu différenciés. Parce que là, il y avait un nom. Ah, ben, elle, oui, c'est une Coréenne, mais elle, c'est la moins bonne Coréenne, j'ai une chance de la battre. Mais si on ne mettait pas de nom, c'était toujours la meilleure Coréenne qui était sur leur papier, dans leur tête. Le meilleur Canadien, le meilleur Chinois. Mm-hmm. Alors, lorsqu'ils se projetaient, oui, le pays le mettait sur un piédestal, mais ils mettaient toujours le numéro 1 contre eux autres. Ouais. Alors, lorsqu'on a commencé à mettre des noms, là, nous, on mettait exemple des numéros 4, des numéros 5, des numéros 6, la course changeait, mais c'était le même pays. Alors, tranquillement, on a essayé de travailler vraiment la confiance en soi, tout simplement, et de travailler leurs points forts. Alors, est-ce que tu es capable de la dépasser par l'intérieur, par l'extérieur? Si tu vas en avant avec 7 tours à faire ou avec 4 tours à faire, est-ce que tu es capable de... Alors, avec la visualisation, mais aussi avec un jeu de rôle, on les a amenés à se projeter dans l'avenir et puis on a amélioré les courses. Puis on a emmené, exemple, le relais féminin qui avait beaucoup de misère à être champion d'Europe dans d'un an. Juste parce qu'ils se voyaient, ils se sont finalement vus capables de toutes les battre. Je pense que c'est le meilleur exemple que tu pouvais donner pour l'importance du mental. Là, c'est vraiment ça. Puis, j'aimerais ça maintenant qu'on parle un peu des Olympiques parce que tu y as été 3 fois à titre d'athlète, c'est bien ça? Oui. Ça ressemble à quoi la charge mentale d'être aux Olympiques? Là? J'aimerais ça que tu parles un peu de ton expérience, toi, comment tu as vécu ça là, en tant qu'athlète. Ben, c'est sûr que c'est gros. C'est vraiment gros, dans le sens que c'est des expériences qu'on ne voit jamais. L'expérience, tout simplement, de la sécurité. Rentrer dans un aréna, c'est comme rentrer à l'aéroport. Alors, tu rentres exactement comme lorsqu'on passe les douanes à l'aéroport. On a le tapis avec le scanner, avec notre sac de sport. On a nous qui passe par la porte de scanner. Alors, à toutes les fois que tu rentres dans le village olympique, tu rentres dans l'aréna de pratique ou l'aréna de compétition, c'est le même processus. Alors, c'est comme si tu t'en allais à l'aéroport à tous les jours. Alors, c'est sûr que la première journée est super le fun. Ouais, mais déjà, la routine est différente. La routine est très, très différente. Alors, en partant, ça, c'est très, très différent. Et puis, c'est sûr que ça met un stress sur tous les athlètes. Pas seulement sur soi. Alors ça, il faut le comprendre aussi. Et puis, tout est grandiose. Il y a des bénévoles à tous les coins de rue. C'est très propre, très professionnel, très organisé. Les chambres des athlètes les pays sont très, très organisés. Et puis, tu rentres dans ta chambre et puis, il y a une salle d'entraînement que parfois on n'avait pas en Coupe du Monde. Hein, il y a une salle d'entraînement, il y a une salle de réchauffement. Ça doit être euphorisant par moment. Il y a beaucoup de couleurs. C'est les Olympiques, il y a du poster et de la couleur. Alors, c'est sûr que c'est un tourbillon, c'est un cirque. Qu'on est dedans, qu'on est acteur. Alors, c'est d'apprivoiser l'environnement de l'aréna. Mettons, si on parle seulement de l'aréna, d'apprivoiser son lieu d'entraînement et son lieu de compétition. T'arrives combien de temps avant le début de la compétition? Le village est ouvert une semaine, 7 jours avant le début des Jeux olympiques. Alors, on arrive toujours la première journée. Très important d'arriver très tôt. Et puis, après ça, c'est de voir l'aréna. Une aréna de 10 000, 15 000 personnes, on ne voyait pas ça souvent. Puis là, on se l'imagine que ça va être plein. Puis il va y avoir à peu près 50 caméras. Et puis lorsque tu sors de ta course, il y a une 50aine de journalistes qui t'attendent pour des interviews que tu fais pas entre les rounds, mais que tu fais à la fin. Alors tu sais que tu vas être exposé à ça si c'est une bonne ou une mauvaise course. Alors c'est vraiment d'apprivoiser vraiment au début l'environnement avant même d'apprivoiser la course, si on veut, la compétition. Ouais. C'est vraiment l'environnement qui est grandiose. Des fois, commençais-tu à apprivoiser ça préalablement à arriver là? Commençais-tu à te préparer à y penser? Ben, tes premiers jeux, tu peux pas parce que tu y vas pas. Là, à date, là, ils font toujours il y a toujours un événement là, pré-olympique l'année avant les Olympiques qui est un test event qu'on appelle, qui est dans le lieu de la compétition, mais c'est pas pareil. C'est pas, ça sent pas les Olympiques. Oui, il y a la sécurité. Pas l'ambiance. La vibe est pas là. Ouais. La vibe est pas là.
Tu sais que c'est les Olympiques, tu sais que dans un an approximatif, ça va être ici, dans ce building-là, mais tu peux pas te préparer assez à ça. Alors, il faut vraiment essayer de le travailler à l'entraînement, d'être exposé à quelque chose comme ça, ce qui est très difficile. Et lorsque d'amener un public de temps en temps à l'entraînement. Oui, mais d'emmener du son, d'emmener de la musique. Parfois, on va, exemple, quand j'étais entraîneur, sans avertir les athlètes, on mettait il y avait souvent de la musique à nos entraînements. Mais lorsqu'exemple, on faisait une course, un relais ou une simulation et tout, ben moi, je pouvais arriver puis monter le son à plus que fort, qui était vraiment bruyant. Les premières fois, ben, on avait des chutes à l'entraînement. Il y a des athlètes qui paniquaient. Il y en a qui arrêtaient de patiner. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dis quoi? Je vous dérange? Pourquoi que ça vous dérange? Alors, tranquillement, sans même les avertir, on les expose à un bruit sournois, à quelque chose qu'ils ne sont pas habitués, qui les dérange, qui les déstabilise. Une distraction vraiment là, assez puissante. Et puis, au fil, ben, les distractions, ben, j'ai besoin d'en faire le moins souvent parce qu'ils sont plus prêts, puis ça les affecte pas. Alors, c'est vraiment des préparer tranquillement à aller vers là. Puis aux Olympiques, ben, oui, il y a des athlètes qui figent. Oui, il y a des athlètes qui sont malheureusement qui figent au bruit, au son, à le nombre de personnes, à la lumière, la luminosité, à tout ce qui est la vibe en général. Il y en a qui sont pas capables de l'apprivoiser. Toi, t'en as vu des coéquipiers ou c'était peut-être plus quand t'entraînais ou un peu de tout. Un peu de tout, ok. Oui, un peu de tout. Ouais. Un peu de tout. Puis, ben c'était intéressant. J'aime ça, l'idée d'amener, durant l'entraînement, des distractions, de préparer, parce que sinon... En tant qu'entraîneur, il faut toujours que... faut être créatif. Il faut être créatif, mais il ne faut jamais que tu oublies que tu entraînes pour compétitionner. Ouais. Alors, l'objectif de l'entraînement, c'est d'être capable de courser. Faut que tes entraînements se rapprochent d'un contexte de compétition. Et quels sont les objectifs de l'équipe et ou de l'individu? Parce qu'il peut y avoir tout dépendamment qu'est-ce que tu entraînes. Exemple, nous autres, en patin de vitesse, on a un bel exemple qu'on a des courses individuelles, mais on a aussi l'équipe qui est le relais. Même dans une équipe de hockey, on a l'individu à l'intérieur de son équipe. Alors, l'individu peut vouloir avoir un objectif, mais l'équipe aussi a un objectif. Alors, faut pas que tu oublies ça, mais tu entraînes pour compétitionner. Alors, la compétition va chercher... Alors, pour être capable de développer ton plan d'entraînement, faut que tu saches qu'est-ce que ta compétition va t'apporter. Est-ce que la compétition t'apporte beaucoup de stress? Est-ce que t'apporte beaucoup de monde dans les estrades? Est-ce qu'elle t'apporte qu'il n'y a personne dans les estrades? Alors, ça peut être l'inverse. Alors, comment qu'on fait pour être capable de transposer les entraînements pour que tu sois capable de courser? Puis, on a un bel exemple présentement dans les sports professionnels. Ils recommencent avec personne dans les estrades et les athlètes ne sont pas capables de performer. Pourquoi que les athlètes ne veulent pas ou ils ne sont pas moins capables, motivés? Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas capables de performer, mais que leur niveau d'intérêt est un petit peu plus bas. Parce qu'ils n'ont jamais été habitués depuis 3, 5, 10 ans, ils n'ont jamais été habitués à le faire lorsque les estrades étaient vides. C'était toujours des entraînements ou peu importe. Alors, là, comment d'emmener ces athlètes-là à performer lorsque c'est vide? C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, c'est de l'inconnu. Alors, préférons nos entraînements en fonction d'eux. Alors, si on était habitué d'avoir de la musique, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de son, il n'y a pas rien. Il faut vraiment que ce soit exemple. Alors, c'est la même chose lorsqu'on va à l'extrême. Si on s'entraîne toujours, que c'est très tranquille, et puis on est exposé à toutes les compétitions, qu'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a beaucoup de monde, que c'est bruyant, mais si tu ne l'as jamais entraîné, tu peux pas espérer un plein rendement de ton athlète. Est-ce que c'est la faute de l'athlète ou de l'entraîneur? Pas mal l'entraîneur qui devrait être préparé, ouais. Puis ça, je trouve qu'on n'entend pas assez parler. Tu sais, on pense tout le temps, on parle beaucoup de l'entraînement physique, d'entraînement. Les athlètes sont dans une grande forme physique, sont
c'est les meilleurs au monde. Mais tu sais, il y a tellement de contexte, il y a tellement de choses à préparer, autre que le physique, le mental, l'alimentation, le préparer aussi, la routine, préparer pour le contexte. C'est assez... c'est assez complexe de préparer un athlète olympique. Écoute, c'est très spécifique aussi à chaque compétition, à chaque athlète. J'ai des belles exemples d'athlètes, d'amis qui ont réussi aux Olympiques, mais j'ai malheureusement des histoires d'athlètes qui ont vraiment pas performé aux Olympiques. Des champions du monde. J'ai un athlète que je connais, elle a été championne du monde. Elle a aujourd'hui 0 médaille olympique. Elle approche la trentaine, elle a 28 ans. Elle a déjà patiné un minimum 3 Olympiades. Elle a été championne d'Europe, championne du monde aux 500, au 1000, au 1500. Même au 1000, elle a été championne de la Coupe du monde pendant, je pense, 2 ans. Elle a été imbattable sur 1000 mètres. Imbattable. Jamais gagné de médaille olympique. Mm-hmm. Il y a comme un blocage. Là, Il y a vraiment un blocage qui s'est fait pour cette personne-là. Et puis, en fait, ce n'est désolant. Puis, c'est plate un petit peu pour ce côté-là. Puis, elle n'a même pas de médaille de relais parce qu'il n'y a pas de relais assez fort de ce côté-là non plus. Alors, c'est plate, mais c'est très complexe parce que l'athlète, il faut vraiment qu'il soit prêt. Il faut qu'il soit dans une bulle. Il faut qu'il soit dans une bulle, puis il faut qu'il soit capable de contrôler tout ce qui est contrôlable. Et ce qui n'est pas contrôlable, tu laisser aller ça. Tu laisses aller, tu le relâches. Tu peux pas essayer de contrôler ce que tu peux pas contrôler. Alors, la couleur des murs dans l'aréna, si elle t'agresse, ben, tu peux pas aller acheter de la peinture, peinturer le mur. Fait que si tu t'en prends à la couleur des murs, ben, tu as vraiment un profond problème de gestion de stress. Puis, c'est pas des farces. Il y en a qui s'excitent pour peu de choses lorsque le stress est très élevé. Alors, c'est vraiment d'être capable là, de tout contrôler, de contrôler son poids, la nourriture, qu'est-ce qu'on mange, d'être bien préparé mentalement, d'être bien préparé physiquement. Ça, c'est l'aspect qu'on est très fort au Canada, mais à travers le monde. On est très fort sur l'aspect physique, mais il y a certains athlètes, je pense, qui n'exploitent pas bien leur plein potentiel parce qu'ils négligent certaines facettes. Il te reste combien de temps à peu près? Une bonne quinzaine. Là. OK, parfait. J'aimerais ça maintenant qu'on parle d'un moment difficile ou d'un échec. C'est une question que j'aime poser à beaucoup de mes invités. Un échec ou un moment difficile que tu as eu dans ta carrière, mais qu'au final, après, tu as réalisé que c'était une bonne chose, que ça t'a apporté du positif ou que l'adversité de cet événement-là était bien, en fait. Là. Ben, écoute, c'est sûr qu'il y a plusieurs exemples. J'en ai une. Je vais remettre en contexte, là. À août 2004. Je me souviens encore, ça me remémore là, exactement. Là, c'est à août 2004, ça va relativement très bien. On est à 2 ans des Olympiques de 2006. Je sais pertinemment que ça va être mes dernières Olympiades, alors ça va relativement bien. Je donne un camp d'entraînement dans le bas du fleuve à des jeunes pendant cette semaine-là, et puis je me blesse. Je me blesse sur un entraînement. Il y a un après-midi que les jeunes avaient congé, mais encore une fois, peut-être que c'était trop de donner un camp d'entraînement, parce que donner un camp d'entraînement plus l'entraînement de l'équipe nationale, ben, peut-être que j'avais accumulé un petit peu de fatigue à la fin de l'été, et puis c'est arrivé à la mi-août, et puis je me suis déchiré un des 3 muscles du fessier en faisant un squat. Qui est parmi les muscles principaux qui me permet, utilisez, là, qui me permettait là, de pousser sur le côté. Alors, c'est vraiment le muscle là, qui nous permet de la jambe d'aller sur le côté. Okay. Alors, déchirement, pas total, mais un bon déchirement du muscle du fessier. Alors, j'ai un petit peu de misère pendant une couple de semaines, et puis un bon 2 mois, j'ai été presque arrêté. J'ai tenté de revenir. Ça n'a pas marché. Ça faisait toujours mal. Et puis finalement, j'ai été obligé de me faire injecter dans le fessier au mois de janvier parce que ça marchait absolument pas. Alors, de fin août à décembre, j'ai pas patiné beaucoup. Ça me faisait excessivement mal, presque pas de musculation parce que le fessier me faisait mal. Alors, j'ai été beaucoup arrêté. Là, en janvier 2005, on était à 1 an et 1 mois des Olympiques. C'était très difficile. La sélection, elle arrivait. Et puis, la sélection pour les championnats du monde arrivait. Et puis,
je me suis dit, ben, il faut que je la patine pareil. Alors, je me suis fait injecter 2 semaines plus tard. J'ai patiné les sélections nationales. J'ai réussi à finir 4e au Canada. Pareil. J'ai malheureusement pas patiné le championnat du monde. C'était seulement les 3 premiers. Mais j'étais allé au mondial pareil. Et puis, après ça, ben, j'ai été 1 mois arrêté. Et puis, j'ai dit, quand j'ai recommencé le 1er mai environ, ben, j'avais plus aucune blessure au fessier. Ça me faisait plus mal. Puis, j'ai dit, ben, go. Et puis, je l'ai mis de côté. Je me suis entraîné comme jamais je me suis entraîné. Les sélections olympiques canadiennes, j'ai fini premier au 500 et puis premier au 1000. Je suis arrivé aux Olympiques en étant 2e au monde au 500 puis 4e au monde au 1000. Alors, ça allait très, très bien. Et puis, patiner les Olympiques, malheureusement, fini 4e au 500 mètres à 4 millièmes de seconde en arrière du 3e, 1 dixième en arrière du premier. Et par contre, on a été chercher la médaille d'argent au relais et puis les championnats du monde qui ont suivi au mois de mars. Et puis la dernière journée des championnats du monde, j'ai commencé encore à avoir mal au fessier. Ah ouais? Alors c'est comme si mentalement, j'avais pris la décision qu'il me reste 1 an, puis c'est comme j'avais dit à mon corps, donne-moi 1 an. Donne-moi 1 an, puis je vais le faire. Ça t'a-tu fait plus apprécier ton sport, plus apprécier tes derniers pas dans ce sport-là, si on peut dire? Oui, parce que je voulais pas finir sur une blessure. C'est une blessure. Je voulais pas finir sur une défaite. Et puis, après coup, c'est sûr que tu l'analyses. Puis tu dis, est-ce que mon corps, c'est vraiment ça qu'il a fait? Il m'a-tu vraiment donné 1 an pour aller jusqu'au bout? Peut-être que oui. Peut-être que oui, parce que tout de suite après, j'ai recommencé à avoir mal. Je me suis pas refait injecter parce que je prenais ma retraite, mais ça faisait mal. Ouais, c'est quand même un drôle de... C'était un drôle d'hasard. Drôle de circonstance. Drôle de circonstance, mais ça pour dire, après la réflexion, tu te dis, la tête est forte, le corps est fort, puis, ce que je disais plus tôt, il y en a qui sont malades, ils font 38 de fièvre, 39 de... Je dis pas 44, là, mais 38, 39 de fièvre, tu prends des aspirines, t'as mal à la tête, ils performent, ils vont aller se classer pareil, ils vont revenir. Puis comment qu'il fait? Ben, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on se dit, donne-moi 1 heure, donne-moi une demi-journée. Je sais que je suis pas en forme, mais donne-moi là, je vais le faire, puis demain, je vais me reposer. Puis c'est peut-être ça qui est arrivé, en disant que demain, je vais me reposer. Il savait que je prenais ma retraite, puis c'est peut-être ça qui est arrivé aussi. C'est assez impressionnant, l'être humain, comment on peut c'est fou. Mettre de quoi de côté, puis c'est comme si c'était plus là, mais c'est vraiment de mettre de côté certaines choses. Là, en tout cas, des fois, on aimerait ça le faire de façon consciente, mais des fois, on dirait que ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul qu'on parce contrôle que pas tant ça. C'est comme on dit, je l'ai laissé partir. J'ai dit, moi, 1 an, puis je l'ai laissé partir. Puis après, tu y penses pas. Là, tu y penses pas tous les jours, tu y penses pas toutes les semaines. La peur de si tu fonces. Et puis, effectivement, c'était une très belle été d'entraînement. Ouais. C'était des sélections nationales qui ont été... qui ont plus que bien été. Comme on dit, j'ai été en contrôle de tout. Et je contrôlais ce que j'avais à contrôler. Et puis, je me mettais jamais dans le trouble. Parce que le trouble, je savais où il était. Fait que j'y allais pas. Et puis, j'allais où ce que j'étais capable de contrôler. Puis, j'étais rendu à un niveau que je contrôlais même mes adversaires dans un sens. Parce que là, tu contrôles beaucoup de choses quand tu es alerte comme ça. Puis que tu connais ton sport sur le bout de tes doigts parce que tu as coaché, parce que tu as suivi tes entraînements, parce que tu étais avec les jeunes, parce que tu as fait le tour du jardin. Ben, ton attitude, tu sais qu'elle a un impact sur toi, puis elle a un impact sur les autres. Ta routine, elle a un impact sur toi, mais elle a un impact sur les autres. Ah ouais, le non-verbal peut en dire beaucoup pour les adversaires. Là. Et puis, parfois, tu regardes, lui, mon adversaire, je trouve qu'il se réchauffe pas bien aujourd'hui. Il doit être stressé. Il est battable. Ouais. Même s'il est meilleur que moi. Lui, il se réchauffe vraiment bien. Il est dans ma course. J'ai intérêt à être prêt parce que ça se peut que ça aille vite. Puis ça, tu le sens, tu le sais, puis tu le contrôles quand tu te mets quand tu as l'expérience à l'entraîner. Aussi, ouais, c'est ça. On a parlé un peu de ta compagnie tantôt, Nagano. Oui. Nagano Skate. À l'intérieur de ça, vous avez une académie, vous offrez des camps de perfectionnement. Vous vendez aussi des équipements là, pour le patinage de vitesse. Oui. Ça s'adresse à qui les services plus particulièrement offerts dans l'académie? Puis, mettons qu'il y a des jeunes
athlètes en patinage de vitesse qui écoutent, comment ils peuvent bénéficier de ça? Là? Ben, premièrement, on a lancé justement hier notre académie virtuelle avec des amis, avec la compagnie Recast Speed Skating. Ça a été lancé hier. Alors, on a une application même, puis les exercices sont dessus. On a 3 Zooms live par semaine, puis on a 3 entraînements à la maison par semaine pour eux. Alors, le programme, il est là. Tu peux choisir l'entraînement général. Alors, tu suis juste le plan, mais tu peux suivre le plan avec un coach, avec un entraîneur qui t'appelle à toutes les semaines pour modifier ton entraînement pour le modeler pour toi. Ça, c'est vraiment votre adaptation en raison de la pandémie. Sinon, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On l'a mis en branle et puis on va continuer à le mettre en branle. Alors, on a ce côté-là pour les athlètes qui ont moins de ressources, que c'est mondial. Vous allez le garder probablement On va le garder, ça, c'est sûr. Après ça, on a un service de mentorat pour les clubs, les entraîneurs ou les athlètes aussi. Alors, nous, on peut se déplacer dans un club une semaine de temps, une fois par semaine, juste 2-3 jours, puis après ça, on le laisse aller. Puis on va aller discuter avec l'entraîneur, on va l'aider dans sa planification annuelle, on va l'aider dans l'explication de certaines drills, on va l'emmener des idées de drills, de techniques et puis de gestion de course. On peut vraiment aller aider les clubs sur le terrain, chez eux, à se perfectionner. Ça, c'est un service là, qu'on donne dans l'académie. Une particularité que vous avez? Y a-tu d'autres? Non, il n'y a personne d'autre vraiment qui le fait. Non? Ça se fait beaucoup, je pense, en entrepreneuriat, que le mentorat, c'est beaucoup présent, là, mais en sport, j'entends moins parler de ça. Ouais. C'est nouveau, on commence. C'est sûr qu'on n'a pas des clients toutes les semaines, mais on n'attend pas après ce dossier-là pour vivre parce qu'on a les équipements, puis on a notre académie virtuelle présentement, mais aussi l'académie réelle sur glace qui va recommencer. Alors, qu'on va chercher beaucoup de jeunes. Que là, vous allez faire à Trois-Rivières, je pense, mais que vous deviez faire ailleurs. Ça a été reporté à 2021. On a malheureusement 7 camps d'entraînement cet été. Il y en a 6 qui ont été cancellés jusqu'à maintenant. Le camp de Trois-Rivières, il est toujours sur la map, ce qui était le 21, 22, 23 août. Il est toujours là, on n'a pas de restrictions, mais s'il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui arrive, ça se peut qu'on est obligé de le canceller, mais présentement, tout reste à croire qu'on va le faire. Ça va être le seul camp malheureusement, mais l'été prochain, on va revenir avec 7 camps d'entraînement pour aller chercher là, environ 700 jeunes là, l'été prochain. Fait que ça, on l'offre aussi. Alors, s'il y a un club qui veut avoir juste à tous les mercredis, exemple, je peux aller le voir dans son club et faire des entraînements. Ça peut être virtuel, ça peut être sur le terrain. C'est vraiment là, du mentorat là, au club, là, spécialement pour les entraîneurs, dans le but d'améliorer les athlètes. On va terminer peut-être avec une question que j'aime bien poser. Question piège. Mes invités. Non, pas vraiment. Étant donné ton expertise, ton expérience en patinage de vitesse, aurais-tu des conseils pour les jeunes athlètes qui veulent avoir une carrière professionnelle, qui visent haut? Peut-être dans ton sport en particulier, là. Ce serait quoi ton conseil? Ça, c'est une bonne question, mais mon conseil... Premièrement, n'es-tu un? Je ne sais pas si j'en ai un. Tu peux en avoir plusieurs aussi, là. Premier conseil, c'est d'avoir des objectifs. Les objectifs sont très importants. Comme je disais tantôt, là... des objectifs réalisables, mais qui te demandent à travailler. Fait que si tu travailles pas, si c'est trop facile, tu vas performer en bas âge, mais à un moment donné, quand il va falloir travailler pour atteindre ton objectif, ça va être difficile. Alors, même en bas âge, même à 12 ans, mettez-vous des objectifs réalisables mais élevés. Puis ayez un rêve. Même s'il est absurde, au moins il y a quelque chose que vous pouvez aller vous accrocher. D'avoir un rêve et puis des objectifs dur mais réalisable. Et puis, deuxième point, c'est vraiment d'aimer ce que vous faites. Puis malheureusement, il faut aimer l'entraînement, mais aimer votre sport en premier. Alors, c'est pour ça qu'on dit là, de 10 à 14 ans, vous aimez votre sport, jouez avec votre sport, modelez-le pour que les enfants et que les jeunes aiment ça. Ouais, à cet âge-là, c'est ça le principal. 13-14 ans environ, là, 15 ans. Là, c'est d'apprendre à s'entraîner. Et puis, il va falloir passer à aimer à vous entraîner. Ça, c'est l'autre objectif là, des jeunes. Là, c'est ayez des objectifs, aimez votre sport, et puis apprenez à vous entraîner. Et puis, tout ça va vous emmener à compétitionner. Parce que c'est ça le but ultime. Vos objectifs
et votre rêve est souvent des objectifs et des rêves de compétition. Mais pour arriver à la compétition, ben, en amont, il va falloir faut que tu sois passionné. Faut que tu tripes. Puis on l'a vu récemment avec Sam Girard, justement, que lui a arrêté complètement son sport parce qu'il le filait plus. Là. Il avait plus le goût assez de pratiquer son sport. Il a perdu la passion, mais son objectif a toujours été très précis. Sam, son objectif a toujours été de faire partie de l'équipe nationale. Son rêve a toujours été de gagner une médaille olympique. OK. Sa passion était avait atteint ça, c'est... Sam est arrivé à un point, c'est écoute, je l'ai atteint. Oui, j'ai 21 ans, mais je l'ai atteint. Est-ce que je veux faire d'autres choses ou je suis prêt à continuer cette même vibe-là, cette même trip-là? Ouais. Puis, il dit, gars, je l'ai eu. J'ai atteint mon objectif, j'ai atteint mon rêve. J'ai donné ce que j'avais avec la passion que j'avais. Puis je quitte avec le sourire pour aller faire une autre passion que j'ai, c'est de jouer dans le bois. Parce que ça doit être dur repartir après les Olympiques. Oui, mais c'est la même. Il fait la même chose. Alors là, il y a quelque chose qui l'habite, qui l'aime, qui a une passion pour le bois. Après ça, il y a un objectif très précis, c'est de développer, bâtir sa compagnie. Et puis c'est ça. Les mêmes principes sont applicables. Les mêmes principes. Peu importe ce que il tu fais dans la vie. la même chose. Ouais. Lorsqu'il s'était mis dans la tête à 12-14 ans pour le patin, ben à 22-23 ans, il le remet pour sa vie de tous les jours. Puis il va faire un autre chemin. Puis qui dit pas qu'à 30 ans, Sam va être boulanger. Ouais. On le sait pas. Ben, il y a des personnes comme ça qui continuent à faire la même affaire des années, mais il y en a d'autres qui ont besoin de variété, qui ont besoin de nouveaux défis, des fois qui n'ont aucun lien avec le premier. Puis, exact. C'est ça. Mais ces patterns, pour avoir réussi, il les reprend et les applique. Ça va l'aider à bien réussir dans sa compagnie aussi. Là. Effectivement. Fait que, merci. En terminant, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Je sais pas si tu es présent sur les réseaux sociaux. Moi, je t'ai pas trouvé, en tout cas, nulle part. On est sur... j'étais un petit peu fantôme, mais j'étais avec Nagano Skate. OK, alors, c'est plus Nagano qui... Nagano Skate avec Instagram, je le travaille pas mal. OK. Facebook, c'est plus mon ami Bruno qui est dessus. Puis fait que c'est pour ça que j'ai pas de compte à moi encore. OK. Puis sinon, le site web officiel aussi de Nagano. Ouais. Parfait. Ben merci. Ça fait plaisir.